bienvenue au Jeudi du CNEAP. Les Jeudis du CNEAP, c'est une série de webinaires que vous retrouvez tous les jeudis de 17h à 17h45 et qui vous propose d'échanger sur les thématiques cœur de métier de nos établissements. Pédagogie, management, marketing, communication, économie, les sujets sont variés pour répondre au plus grand nombre d'entre vous. Ce soir, pour notre 73e Jeudi du CNEAP, nous allons parler évaluation et notes. 15 sur 20, ceci n'est pas une évaluation. Est-ce que nous devons continuer à mettre des notes? Est-ce que mes évaluations sont bonnes? À quoi ça sert de corriger? Autant de questions auxquelles nos deux intervenants de choc, Céline Ducatez et Emmanuel Brossier, vont tenter de vous répondre. Céline Ducatez, c'est 16 ans d'expérience d'enseignement d'ESC et de français, principalement à Aire-sur-la-Lys, et depuis un an, une formatrice à l'IFEAP. Emmanuel Brossier, une spécialiste de l'accompagnement, de la pédagogie, de la formation, qui elle aussi a intégré l'équipe de l'IFEAP depuis un an pour vous servir. Ce soir, je leur laisse à toutes les deux la parole pour vous parler évaluation. J'attends vos questions nombreuses et variées sur le chat et nous y répondrons dans une trentaine de minutes. À vous deux pour la suite du webinaire. Merci, mesdames. Bonjour. Bonsoir. Merci Céline. Bonsoir à tous. Merci. Voilà, donc l'idée de ces webinaires est venue en fait de notre observation de terrain à Emmanuel et à moi. Depuis un an, on a croisé pas mal d'entre vous, beaucoup d'enseignants, de formateurs, et c'est vrai que la question de l'évaluation reste au cœur des préoccupations. Et c'était aussi la nôtre dans nos expériences passées en tant que formatrice ou en tant qu'enseignante. Donc voilà, se pose en fait la problématique de l'évaluation. Et qui vient questionner voilà, des choses un peu plus profondes, qui vient même questionner la société et son organisation. Mais voilà, rassurez-vous, ce soir, on ne va pas aller aussi loin. On va rester sur quelque chose d'assez concret. Et voilà, on pose le débat sur le bureau. Vous prenez ce qu'il y a à prendre. Voilà, c'est d'ouvrir possible. On est vraiment, voilà, on s'est voulu volontairement caricatural, voire même un peu provocatrice, mais l'objectif, c'est vraiment de vous donner du grain à moudre pour votre réflexion et puis pour vos pratiques. Alors, questionner l'évaluation, questionner la note, eh ben, c'est d'abord se demander pourquoi j'évalue, qu'est-ce que j'évalue, pour qui j'évalue, quels sont les impacts de la note sur l'élève, est-ce que je n'exerce pas malgré moi une pédagogie de l'échec, qu'est-ce que c'est que justement la pédagogie, l'évaluation positive, etc. Donc voilà un peu les questions, les notions que nous allons aborder toutes les deux ce soir. Alors la première question qui sera un petit peu le fil rouge en fait de tout ce webinaire, faut-il encore continuer à mettre des notes? Alors, qu'est-ce que tu en penses, Emmanuel? Bah écoute, Céline, moi je trouve ce débat assez intéressant et oui, moi je trouve qu'il faut encore mettre des notes parce que à quoi ça sert de mettre des notes? D'abord, ça sert effectivement à se repérer et notamment mettre des notes, ça sert à classer. C'est la première fonction des notes. Et je dirais que les élèves, mais aussi les familles, sont en attente de ce classement parce que ça permet aux élèves de se comparer aux autres élèves. Ça permet de savoir où ils en sont et aux familles, je dirais, d'être dans l'accompagnement des élèves et de pouvoir soit remotiver son jeune, soit le féliciter. Donc, je trouve que c'est effectivement un repère. Et l'idée de classement, c'est intéressant puisque ça apporte une émulation pour les élèves qui peuvent du coup se donner du défi et du challenge pour progresser. Mais je dirais que si on n'a plus de notes, c'est comme si on cassait le thermomètre. Alors casser le thermomètre, c'est pas mon expression, c'est l'expression d'un ancien ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Luc Ferry,
qui effectivement disait, mais si on casse le thermomètre, comment on peut faire? Effectivement, on ne peut plus savoir s'il fait chaud ou s'il fait froid. Donc, si on met plus de notes, comment on fait? Et je dirais comment on fait en tant qu'enseignant, puisque en conseil de classe, c'est quand même un élément fondamental, notamment pour avoir une vue d'ensemble de l'élève sur ses points forts, ses points faibles. Et je dirais même que ça participe du coup à l'accompagnement qu'on peut lui proposer quand les questions viennent sur l'orientation. Donc c'est un élément quand même fondamental. Je dirais peut-être que le bémol, effectivement, qu'on pourrait donner aux notes, c'est que souvent, ça vient initier des évaluations peut-être avec des apprentissages plus de surface, où on est plutôt sur du bachotage que sur l'utilisation de connaissances en tant que telles. Voilà le bémol que j'y mettrais. Et c'est une pratique, effectivement, sacralisée comme on l'a dit. Oui, effectivement, c'est vrai qu'on a toujours pourquoi on changerait. Bon, Luc Ferry, c'était quand même il y a pas mal d'années, et c'est vrai qu'on se rend compte dans les rénovations donc des diplômes que la posture doit changer, la posture de l'enseignant change parce que les élèves changent et qu'il faut s'y adapter. Et l'évaluation en fait fait aussi partie de ce changement. Alors imaginons un monde sans notes. Voilà, moi, la note, elle me dérange vraiment beaucoup parce que l'élève ne s'approprie pas le sens de la note. Il se contente de regarder le chiffre qu'il y a en haut de sa copie et c'est le seul élément en fait qui a de l'importance. Et on entend, oui, il travaille que pour la note. Oui, effectivement, il travaille que pour avoir une bonne moyenne. Alors oui, la moyenne de le sacro-saint qui contente tout le monde, l'enseignant, l'élève, sa famille, mais dans la vie concrète, qu'est-ce que ça veut dire 10 sur 20? Ça veut dire qu'il sait faire la moitié, qu'il sait la moitié. Je sais pas, Emmanuel, toi, tu sais conduire que sur l'autoroute. Ton mécanicien, il sait démonter que la moitié de ton moteur. Non. Donc, effectivement, la note donne une image quand même assez déformée de la réalité. Et tu permettras de rebondir sur la motivation que peut créer la note. Oui, effectivement, c'est une bonne motivation pour les bons élèves. Mais alors, pour les élèves qui sont en difficulté, c'est un peu plus compliqué. Jamais un élève qui a l'habitude d'avoir des mauvaises notes ne viendra réclamer une copie que vous tardez à lui rendre. Enfin, voilà, ça n'arrivera pas. Ça encourage les bons élèves, ça décourage les autres, et puis ça donne aussi pour ces élèves une très mauvaise opinion en fait de leur capacité. On vous mettra en fait dans la bibliographie les références aux différentes expériences et études qui ont pu être menées à ce sujet. Et donc, elle crée de la compétition et elle limite l'entraide et la coopération. Et ces deux compétences psychosociales, l'enseignant doit les travailler, doit les stimuler chez les jeunes. Et pour moi, la solution, c'est de remplacer la compétition par l'émulation, c'est-à-dire de ne plus vouloir surpasser les autres, mais se surpasser soi-même, comme tu le disais, se challenger. Et puis, c'est quand même vachement plus agréable pour un enseignant ou un formateur d'entrer dans une salle où il y a de la coopération, où il y a de l'entraide, que quand il y a de la compétition. Enfin, c'est quand même beaucoup plus propice aux apprentissages. Ok, Céline, mais l'objectivité dans tout ça, dans ces évaluations, qu'est-ce que tu en penses? Alors oui, effectivement, on peut dire que mettre une note, tu l'as dit, ça a une valeur scientifique. Elle est pratique, la note, parce qu'elle est chiffrée, donc c'est facile pour faire des stats, pour faire des moyennes, on peut mettre des coefficients. Ça permet d'apprécier un niveau, le niveau d'un groupe, comme si on devait remplir nos élèves avec quelque chose. Bref, pourtant, moi, je sais pas, donc là, vous qui participez au webinaire, ou toi, Emmanuel, mais quand je corrigeais mes copies, je me suis souvent demandé quelle valeur je donnais aux élèves par la note. Je passais un temps fou en fait à corriger mes copies, des copies que j'avais déjà corrigées. Je revenais dessus parce que je me sentais pas constante dans mon évaluation. J'étais pas toujours d'accord avec moi-même en fait. Et puis on m'a dit un jour que c'était normal et que ça s'appelait les biais. Donc les biais, c'est tout ce qui va fausser en fait l'objectivité de l'évaluation, ou en tout cas de la note. Et en avoir conscience, c'est déjà un moyen de mettre le doigt dessus et de les amoindrir.
Donc, comme vous pouvez voir sur ce schéma, il en existe beaucoup des biais qui ont des conséquences, des effets. Bon, je vais vous en citer quelques-uns qui sont vraiment les plus importants et qu'on rencontre, et que vous avez certainement dû rencontrer dans vos corrections. Il porte à la fois sur l'élève, sur l'enseignant, mais aussi sur tout le système éducatif, et ils sont profondément ancrés. De raccourci intellectuel, de raccourci mental, une pensée automatique, intuitive, qui va nous aider en fait à prendre des décisions ou même à porter des jugements. Donc tout ça, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est vraiment basé sur la docimologie. Donc la docimologie, une science qui étudie les preuves et notamment la façon dont sont attribuées les notes par les examinateurs. Enfin bref. Donc il y a l'effet donc Pygmalion ou l'effet de stéréotype qui va porter sur l'image qu'on a de l'élève. Et s'il est bon, si on le juge paresseux, fainéant ou au contraire exceptionnel, et ben on va avoir tendance à le surévaluer ou à le sous-évaluer. Deux biais qui sont moi qui m'ont choqué quand je les ai découverts donc dans Capéval, le biais social, hein, on a tendance à surévaluer, à mettre une meilleure note à un élève qui serait issu d'un milieu social plus favorisé, et ou encore le biais lié au sexe. Alors vous allez me dire oh là là, féminisme, etc., etc. Vous citez un exemple et vous allez tout de suite comprendre. Imaginons un élève de bac pro service aux personnes et animation au territoire, donc un garçon à qui on confie une tâche de repassage. À l'issue de cette tâche, donc il est évalué. Bon, c'est moyen, mais en tout cas, c'est moins bien que sa collègue féminine. Et on pourrait s'entendre dire, le prof pourrait se dire, bon, bah quand même, finalement, pour un garçon, c'est pas si mal, quoi. Et donc, par rapport au sexe, de pouvoir en fait surévaluer en fait sa capacité. Là aussi, les biais donc qui sont liés à l'enseignant, surtout au style de l'enseignant. Donc s'il est sévère ou s'il est laxiste, notons quelque chose d'assez amusant. Un enseignant qui met des bonnes notes est considéré comme démagogue, laxiste, alors que celui dont les notes dépassent rarement le 9 sur 20 est vu comme quelqu'un de professionnel, quelqu'un d'exigeant. Mais bon, ça signifie quand même que lui n'a atteint que 50% des objectifs qu'il s'était fixés avec sa classe. Soit. Tout ça, tous ces biais font que l'évaluation en fait ne peut pas être objective. La note ne peut pas être objective parce que le paquet de copies que vous corrigez le lundi matin quand vous êtes frais et dispo n'aura pas la même qualité que si vous le corrigez quand vous êtes fatigué le dimanche soir après votre week-end ou après une semaine bien chargée. Aussi que notre système de notation est biaisé par des expériences qui ont été menées, et on l'a tous constaté dans les ateliers de correction. Une même copie qui est corrigée par plusieurs enseignants, même en mathématiques ou en physique, on peut constater un écart quand même de 7 points. Enfin, c'est quand même assez énorme. Et l'enseignant, pour être crédible, il faut qu'il respecte ce qu'on appelle ce qu'André Antibi appelle la constante macabre, hein, cette fameuse courbe de Gauss, hein, vous savez, cette courbe en forme de cloche, où sur un paquet de copies, un tiers sont de très bonnes, un tiers sont de très mauvaises notes et 50%, c'est un peu le ventre mou des élèves moyens. Et si sur un paquet, par exemple, de 40 copies, on va extraire un tiers, 25%, sur les copies les meilleures et qu'on les donne à corriger à un autre enseignant, eh bien, il y aura exactement la même courbe de Gauss. C'est-à-dire que cette courbe, en fait, c'est une constante dans l'évaluation. Elle est ancrée, en fait, dans nos pratiques, héritier de l'ancien régime où il fallait que l'élite soit vraiment... il y a un tout petit nombre d'élites qui détiennent le pouvoir. En tout cas, c'est la pression de la société en fait qui est mise sur la correction et sur les notes. Alors ceci étant dit, la note ne permet pas l'objectivité. On vient de le voir, trop de biais, trop d'effets
contraste, trop d'effets de halo, d'ordre, etc. Mais bon, il y a quand même bien un moyen, Emmanuel, d'objectiver les copies, non? Oui, oui, Céline, effectivement, ce qui peut. Ah non, c'est pas l'alignement pédagogique, mais on y reviendra tout à l'heure. Mais effectivement, je pense que chacun a déjà utilisé des grilles d'évaluation. Qui sont très précieuses. Alors d'abord, réglementairement, elles sont obligatoires pour tout ce qui est ECCF et évaluation terminale, évidemment, mais c'est comment utiliser ces grilles finalement en cours d'apprentissage. Et déjà, ce qui est important, c'est qu'élaborer une grille en cours d'apprentissage, ça permet vraiment de donner de la clarté sur ce qu'il y a à apprendre. Et en tant qu'enseignant, dans ces préparations, c'est se poser la question sur où j'ai envie d'aller avec les élèves, où est-ce que je veux les emmener. Donc, élaborer une grille, c'est vraiment poser la question des critères et des critères d'apprentissage et leurs modalités. Alors, on va prendre un exemple tout simplement qui est très criant dans les écoles primaires, c'est l'apprentissage de la poésie, par exemple. On a tous connu ça quand on était enfant. Il faut apprendre une poésie. Alors la poésie, effectivement, on l'apprend à la maison. L'enfant la connaît par cœur dans son cadre familial. Et le jour où il arrive à l'école, en fait, l'enseignant lui demande de la réciter devant le groupe de classe. Et là, patatras, gros trou de mémoire. Et là, l'exemple, il est criant. C'est que si on n'a pas réfléchi en amont sur qu'est-ce que j'évalue et comment je l'évalue, finalement, on met l'élève en difficulté. Et quand on réfléchit à ces grilles d'évaluation, c'est bien de réfléchir à ce qu'on attend comme capacité pour l'élève. Donc, si je prends l'exemple de la poésie, c'est effectivement la capacité à mémoriser un texte. On peut faire appel à d'autres capacités, mettre le ton, avoir une posture stable quand on récite, etc. Mais c'est aussi effectivement gérer un débit de parole devant un collectif. Donc voilà, réfléchir à tout ça, c'est vraiment être clair et c'est être clair aussi avec les élèves, où là, pourquoi pas, on peut aussi construire les grilles avec les élèves. On peut construire ces grilles avec eux pour rendre encore plus fluide les objectifs à atteindre, mais on peut aussi leur permettre un engagement en proposant des temps d'auto-évaluation ou d'hétéro-évaluation à partir des grilles. Alors, auto-évaluation, c'est très intéressant. Après, la limite qu'on peut y voir, c'est que l'élève n'a pas de regard extérieur, n'a pas le regard d'un tiers pour aussi évaluer là où il en est. Donc, l'intérêt de l'hétéro-évaluation, c'est de pouvoir, en binôme, en trinôme, apporter de la fluidité dans ce repérage à partir de la grille et finalement permettre aux élèves de s'engager dans cette évaluation et permettre aussi à l'enseignant à se dégager de cette posture d'évaluateur en y associant les élèves. Bien évidemment, à un moment donné, l'enseignant, il est toujours formateur puisque c'est lui qui viendra formaliser les apprentissages. Et ça peut être une source intéressante aussi pour utiliser ces grilles comme remédiation, c'est-à-dire qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans ces apprentissages et comment, à partir de là, je vais permettre aux élèves d'utiliser d'autres sources à partir de la grille pour se remettre dans l'apprentissage. Et en effet, ça a été démontré, ces grilles, même si elles sont complexes à créer, ça c'est une réalité, mais elles permettent d'objectiver l'évaluation et d'être bien plus clair dans ce qu'on veut atteindre avec les élèves. Voilà, après, effectivement, cette grille d'évaluation, la grande difficulté en tant qu'enseignant, c'est la confusion qu'on peut y faire avec la grille de correction, puisque c'est deux choses différentes. Alors Céline, toi, effectivement, en termes de correction, qu'est-ce que tu peux préconiser sur ces temps qu'on passe avec le groupe classe sur cette correction qui prend beaucoup de temps? Effectivement, on a l'impression que ce temps de correction, il est un peu perdu, en tout cas pas très efficace. Donc voilà, 5 heures de correction en moyenne par enseignant par semaine, selon les syndicats. Voilà, après, ça varie en fonction effectivement des
des classes, des niveaux, etc. Mais je pense que tu seras d'accord avec moi, Emmanuel, et les enseignants aussi, pour dire que ce temps de correction, voilà, qu'il soit personnel, donc chez l'enseignant, hein, quand on corrige ses copies, ou la fameuse séance de correction qu'on propose aux élèves, elle n'est pas efficace du tout. Hein, du côté des jeunes, on entend ça sert à rien, je m'ennuie, c'est barbant. Et du côté des profs, voilà, ils reconnaissent aussi que pour les élèves ne s'y intéressent pas, qu'ils ne savent pas exploiter la correction et que de toute façon, une fois qu'ils ont reçu leurs notes, après le reste, en fait, voilà, ils s'en fichent. Alors, OK, maintenant qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est possible de faire pour rendre ces séances de correction un petit peu plus interactives et là aussi, hein, pour changer un petit peu la posture de l'enseignant, le constat qui est fait, c'est que nul ne peut apprendre à la place de l'autre. C'est-à-dire que l'élève doit trouver, comme tu l'as dit, la solution voilà, tout seul, avec l'aide d'un tiers, bien sûr. Hein. Parce qu'en fait, les obstacles qu'il rencontre, ils sont pas seulement sur la copie, ils sont d'abord dans sa tête. Et il faut l'aider en fait à conscientiser ces obstacles. D'où l'intérêt de pas donner une correction comme ça toute cuite, parce qu'en fait, c'est un coup d'épée dans l'eau. Voilà, ça nous rassure nous parce qu'on a l'impression d'avoir bien fait notre job. En fait, on leur a donné la réponse et puis après, eux, ils en font ce qu'ils veulent. Mais ça n'a aucun impact. Ça ne favorise absolument pas l'ancrage. Alors c'est vrai que entraînant mes oreilles et puis voilà mes yeux, j'ai eu la chance d'assister à quelques séances d'enseignement donc menées par des enseignants et voilà j'ai relevé deux trois exemples de séances de correction qui sont voilà que je vous soumets qui moi me paraissent en fait intéressantes. Donc le premier exemple c'est donc l'enseignant en fait ne corrige pas. Enfin, on pourrait revenir aussi sur l'étymologie du terme corriger. Ça, c'est quand même assez violent, hein, contrairement à évaluer qui dit de rajouter de la valeur. Enfin bref, donc quand l'enseignant est face à son paquet de copies, il ne la corrige plus dans cet exemple. En fait, il les lit. Il va lire simplement les productions des élèves, va dresser une typologie des erreurs les plus récurrentes, va sélectionner celles qui sont pour lui les plus importantes, les capacités intermédiaires, les objectifs qu'il s'est fixés et qui sont vraiment pour lui indispensables pour pouvoir continuer l'enseignement, et va faire des groupes de niveau, donc des groupes hétérogènes ou des groupes homogènes, voilà, selon la situation d'évaluation. Lors de la séance en cours, en fait, va proposer une remédiation par paire, c'est-à-dire qu'il va constituer ces petits groupes homogènes ou hétérogènes et leur proposer en fait une autocorrection de leur copie. Et cette solution va permettre donc grâce à la grille à ce que l'élève en fait aille chercher lui-même entre guillemets la bonne réponse ou en tout cas la bonne méthode. Et la posture de l'enseignant dans ce cadre-là, eh bien, l'enseignant va naviguer à travers les groupes, va proposer voilà, de l'étayage, de la remédiation, une différenciation pédagogique aussi, où on peut être beaucoup plus exigeant avec des élèves qui ont très bien réussi et qui du coup vont pouvoir parfaire leur copie, et des élèves plus en difficulté, où on va être plus voilà sur des choses qui sont plus élémentaires mais aussi indispensables. Donc voilà, on ne vise plus l'exhaustivité. On évite aussi par là même la surcharge cognitive de la mauvaise copie qui est complètement raturée de rouge partout avec toute une liste de recommandations, etc. Donc évidemment, ça part d'un sentiment de bien faire, de faire évaluer l'élève, mais l'élève qui est déjà en difficulté, qui reçoit sa mauvaise note, où il n'y a que du rouge, va se dire, il va abandonner en fait, il va être complètement découragé. Donc voilà, de viser, de prioriser en fait ces séances de correction sur des points qui sont précis et d'avancer comme ça pas à pas en fonction du niveau des élèves. Deuxième exemple, organiser un débat autour de deux notions qui peuvent paraître contradictoires. Alors, il y a une réponse A et puis une réponse B, de confronter un petit peu les deux en disant pourquoi tu as mis A, toi pourquoi tu as mis B, etc. Donc, voilà, de faire une remédiation en fait orale qui est beaucoup plus dynamique que de faire un cours dialogué où c'est l'élève qui s'est trompé qui va au tableau, etc.
Puisque dans ce cas-là, dans cette correction en fait dialoguée, celui qui a tout bon, ben ça l'aide pas. Celui qui a tout faux, ben en fait ça l'aide pas non plus parce que ça lui passe au-dessus. Finalement, ça peut servir qu'à celui qui est au tableau. Donc voilà, d'organiser en fait une remédiation oralisée, voilà une autre possibilité. Et la troisième, qu'on retrouve un peu dans ces deux premiers exemples, c'est voilà, d'utiliser en fait la réexplicitation, c'est-à-dire de demander à l'élève voilà, comment il a fait, de déconstruire en fait son schéma pour pouvoir remettre les choses dans le bon sens et utiliser voilà, la métacognition pour faire émerger justement tous ces dysfonctionnements de compréhension. Voilà, donc ça peut être des questions à l'oral si vous avez le temps ou si vous avez des petits groupes, ou alors ça peut être aussi sur une liste de questions en fait à l'écrit. Voilà, qu'est-ce que tu penses avoir réussi, pourquoi tu as procédé de cette façon-là, est-ce que tu as modifié ta réponse une fois, deux fois, voilà, qu'est-ce qu'il y a de différent entre les deux versions de ce texte ou entre ces deux démarches, laquelle tu préfères, enfin voilà, vraiment de stimuler en fait la réflexion des élèves pour une fois de plus déconstruire l'erreur et la rendre positive. Voilà grosso modo donc quelques exemples pour animer une séance en fait de correction qui soit moins passive que celle que moi par exemple j'ai pu connaître quand j'étais élève, ce qui permet au fait à l'élève d'être acteur mais surtout d'être auteur, et ça favorise l'ancrage. Donc voilà, c'est une fois qu'on a dit ça, bah voilà, on a tout dit, mais c'est pas facile en fait de motiver les élèves et de créer justement cet engagement dans l'évaluation pour la rendre efficace et vraiment lui donner du sens. Mais je crois qu'Emmanuel, tu as deux, trois trucs à nous faire passer. Oui. Rapidement, qu'est-ce qui peut motiver les élèves? Alors c'est vrai que les notes, pour certains, ça peut motiver, pour d'autres, ça va démotiver. Ce qui est important de comprendre, c'est que la notation, souvent, elle engage ce que les experts nomment la motivation extrinsèque, c'est-à-dire que finalement, la motivation est extérieure à l'élève et que par faire plaisir à ses parents, faire plaisir à son entourage, voire faire plaisir à son prof, voilà, il va se mettre au travail et être content de sa note. Alors pourquoi pas, c'est bien sûr qu'il faut garder ça et c'est important, mais ce qui va être important, c'est de lever plutôt les leviers pour appuyer sur la motivation intrinsèque, donc effectivement la motivation interne de l'élève et qu'il se constitue lui-même sa propre motivation pour apprendre pour le plaisir, pour lui-même. Alors pour ça, on l'a déjà dit, développer l'auto et l'hétéro-évaluation. Céline l'a dit, créer des temps pour apprendre ensemble à partir de la correction et surtout diversifier ces modalités d'évaluation, ça c'est important. Vous avez une pluralité de modalités à votre actif, vous avez la liberté pédagogique là-dessus, donc il ne faut pas hésiter à être sur du brainstorming, sur du vrai-faux, sur du débat, voilà, sur des consignes de travail différents, et puis surtout utiliser le levier de la dynamique de projet. Je pense que vous l'avez plus ou moins exploré, mais le projet permet vraiment l'engagement des jeunes quand le cadre est bien posé. Et tout ça, ça vient changer le statut de l'erreur, comme l'évoquait Céline, transformer l'erreur. Souvent, on la considère comme un obstacle en tant qu'enseignant, mais en fait, ce n'est pas un obstacle. Alors, c'en est un, mais l'intérêt, c'est non plus de la percevoir comme une punition, une sanction pour l'élève, mais bien de la voir comme un outil véritablement pédagogique pour faire avancer les élèves. Alors, pour terminer, et pour faire vite, puisque le temps passe très très vite, je parlerai moi de l'alignement pédagogique sous forme de conclusion, puisque pour être cohérent dans ces évaluations, il suffit d'aligner l'ensemble des activités, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai bien compris, à partir de mon référentiel, les objectifs d'apprentissage que j'avais à viser, je peux construire mon évaluation en adéquation effectivement avec ces objectifs, et c'est seulement une fois que j'ai la fin et le début que je vais pouvoir construire
comment je vais m'y prendre, avec quel type d'activité pédagogique. Donc l'alignement pédagogique, c'est vraiment l'adéquation et la cohérence entre des objectifs, des activités pédagogiques et des évaluations. Et qu'on ne soit pas sur des éléments de distorsion, comme je l'évoquais tout à l'heure sur la poésie, qui met l'élève en fait en difficulté au moment de l'évaluation, puisque finalement, c'est le processus d'apprentissage qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas été adéquate vis-à-vis de l'évaluation qu'on a visée. Voilà ce que je peux dire. Oui, finalement, c'est de se poser la question, finalement, est-ce que l'enseignant, il est formateur ou est-ce qu'il est juge, en fait, dans cette question de l'évaluation, tout à fait. Exactement, ça change complètement la position de l'enseignant. Et je pense qu'en guise de conclusion de ce qu'on vient de dire, c'est vraiment ça, c'est ce qu'on a voulu dire avec le 15 sur 20, ceci n'est pas une évaluation, c'est que le 15 sur 20, la note finalement, c'est une représentation de l'évaluation. Et c'est vraiment ce que le peintre Magritte a voulu dire dans son tableau, ceci n'est pas une pipe, ce n'est pas une pipe, c'est une représentation de la pipe. Tout comme le 15 sur 20, le 10, le 5, c'est une représentation. Et si en tant qu'enseignant, on veut faire travailler l'élève sur de l'apprentissage, l'idée, c'est qu'il ne retienne pas le 15, le 5 ou le 10, mais qu'il retienne bien finalement en quoi il a appris, quel chemin il lui reste à parcourir et quel chemin il a déjà parcouru. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ce qui change la posture de l'enseignant vis-à-vis de l'évaluation. Et c'est ce qui change sa manière de faire, effectivement, finalement, dans son processus d'évaluation. Voilà, globalement, je suis allée peut-être un petit peu vite sur la fin, mais finalement, Emmanuel, on est d'accord, quoi. On est d'accord, oui, on est tout à fait d'accord. J'avoue que moi-même, dans mon expérience, poser des notes, ça m'a toujours posé énormément de questions sur ce que tu évoquais, pourquoi je note, pourquoi faire. Ça a du sens parfois, bien sûr, ça a du sens, mais la plupart du temps, en tout cas quand on est en apprentissage, ça n'a pas de sens. Et l'intérêt, c'est de déclencher d'autres leviers pour motiver et évaluer les élèves, bien évidemment. Donc, ce n'est pas qu'une question de technique, même si c'en est une, c'est aussi une question de posture et de rapport, effectivement, à l'apprentissage et aux élèves. Okay. Donc, voilà, ce qu'on peut vous proposer maintenant, c'est qu'on passe à l'échange à partir de vos questions, s'il y en a, et c'est avec plaisir que nous y répondrons. Voilà, exactement. Alors, j'ai repris la parole avec vous. Merci de cette intervention très riche, très intéressante. J'ai une très longue question de Marion qui nous dit qu'elle est enseignante en BTS GPN depuis 3 ans, qu'elle rencontre un problème récurrent, à savoir qu'ils sont 2 enseignants à corriger les rapports de stage sous forme de 3 rendus demandés par an pour un suivi régulier, qu'elle passe de 1h30 à 2h par rapport à raison de 25 à 30 élèves par promotion, et qu'elle a l'impression que les étudiants ne prennent pas en compte les corrections, qu'ils ne les comprennent pas, voire qu'ils les prennent mal, qu'ils semblent ne vouloir pas revenir sur ce qu'ils ont déjà écrit. Et elle précise, nous ne sommes pas obligés de faire ces relectures, mais sans celle-ci, les étudiants risquent de ne pas atteindre les attendus de cette épreuve terminale, corrigée par un jury autre que l'équipe pédagogique, dont le coefficient est de 8. Et donc, que faire pour rendre cela plus pertinent pour les enseignants et pour les apprenants? Oui. Je pense que c'est une question qui, voilà, de la correction du rapport de stage. C'est vrai qu'en plus, voilà, si il y a plusieurs. Alors, excusez-moi, juste, elle met un complément. Elle dit, excusez-moi, je vais vous, comme ça, après, on pourra répondre complètement. Elle met, j'ai oublié de préciser que nous étions partis sur des évaluations pour jauger les progressions des étudiants, mais nous avons abandonné car trop de non rendus. Donc, cela n'était pas juste vis-à-vis des étudiants qui rendaient quelque chose, mais avaient des notes faibles. Voilà. Ouais. C'est là aussi c'est ce problème d'égalité ou d'équité en fait entre les élèves. C'est vrai qu'on peut réestimer, donc pour la seconde partie de la question, estimer qu'en BTS, ils sont suffisamment autonomes
pour pouvoir pour se prendre en charge eux-mêmes. Et si tu l'as pas rendu, c'est que tu n'en as pas besoin et tant pis pour toi, je ne te corrige pas. Tenir quand même une certaine posture. Mais c'est vrai que sur ces rendus de rapport où on passe beaucoup de temps et finalement il n'y a pas les élèves ne reviennent pas dessus. Moi, dans ma pratique, et là ça ne vaut que pour moi, voilà, ce que je vous propose, c'est que d'organiser en fait des oraux, et c'est seulement pendant les oraux blancs qu'on peut faire, où ils sont confrontés finalement aux manquements ou bien aux imprécisions, que ça peut faire parfois un choc, et de les mettre effectivement ensuite après au travail. Mais on voudrait presque faire à leur place, écrire en fait à leur place, mais à un moment c'est aussi une prise en charge, et ça peut pas se travailler comme par quand ils arrivent en BTS. C'est quelque chose qui doit se travailler donc dans les établissements du CNEF, j'ai envie de dire, voilà, dès la quatrième en fait, mais d'avoir cette habitude en fait de travail et de responsabiliser l'élève, et pour dire qu'il n'y a pas que la note qui compte, et que il y a des échéances et que le contenu est aussi intéressant et aussi important. C'est toute une éducation qui doit se faire petit à petit. Mais c'est vrai que de passer par l'oral, de les confronter en fait face à leur manquement ou leur manque de travail, ça peut être aussi parfois un électrochoc. Et c'est de comprendre aussi derrière, voilà, pourquoi en fait il y a ce travail qui est bâclé en fait finalement. Pourquoi il n'y a pas d'investissement? Est-ce que c'est un problème d'orientation? Enfin voilà, ça peut être aussi des pistes de comprendre pourquoi. Mais avec 3 promos de 25, ouais, je vois la limite du système. Et j'ajouterais juste pour compléter, c'est aussi quel contrat on a passé avec les étudiants autour de ce rapport de stage. Enfin, qu'est-ce qui a été convenu en amont, parce qu'on sait qu'un rapport de stage, c'est quand même du travail pour les étudiants. Ça peut être conséquent, et ils peuvent considérer que la quantité de travail qu'ils ont fourni suffit à dire que c'est bien. On peut imaginer ça. Du coup, quel contrat on passe avec eux? Quelle grille de lecture on se donne sur ce rapport de stage? Est-ce que ça a été fait avec eux? Est-ce qu'ils l'ont à leur possession? Est-ce qu'il y a eu une lecture accompagnée avec eux sur à la fois ces attendus et également, je dirais comme Céline, comment on les met, comment on leur permet de s'engager une fois que c'est écrit pour avoir une relecture réflexive en fait de ce rendu. Alors, est-ce que c'est que l'enseignant qui le fait? Est-ce que c'est une co-réflexivité au sein du groupe? Qu'est-ce qu'on peut inventer pour que, comme je l'évoquais tout à l'heure, ce ne soit pas uniquement l'enseignant qui soit évaluateur finalement? Alors, on a une relecture entre pairs peut effectivement un moyen économe et d'optimiser en fait la correction. On a un commentaire question de Philippe qui nous dit: quelques collègues ne notent pas leurs élèves, ce qui me pose un problème pour comparer avec les autres, et pourtant ils seront évalués au DNB, et donc quelle cohérence? Ouais. C'est un peu la limite du système, c'est-à-dire qu'on a une préconisation de mettre moins de notes. Les formatives n'ont pas dans le but d'être notées. Il n'y a que les sommatives et les certificatives. Mais le système veut que au DNB, au bac, c'est une note, c'est sanctionné en fait par une note. Alors j'ai envie de dire, il faut un petit peu dépasser l'objectif premier de l'examen, et de voir que en fait on forme des citoyens et des personnes qui seront en capacité de réfléchir, de prendre des décisions. Et oui, à un moment donné, ça tombe, il y a l'évaluation. Mais s'ils ont été suffisamment entraînés, coachés, ça ne devrait pas poser de problème. Quand on dit on ne met plus de notes, pour les formatives. Les sommatives et les certificatives sont toujours notés. Ce qui peut donner, on fait un état des lieux à un moment qui donne lieu aussi à une remédiation. C'est de ne pas faire de la note en fait quelque chose qui soit trop stressant, trop traumatisant, puis finalement qui n'apporte pas grand-chose. Mais de dépasser le cadre de l'objectif à court terme de l'examen pour que l'élève en fait puisse devenir responsable. Et puis, effectivement, moi, je comprends le malaise. Moi, je mets des notes, mes collègues n'en mettent pas. Je trouve que là, ça mérite vraiment
de mettre ça sur la table en réunion d'équipe. C'est-à-dire, voilà, parlons-en, on est une équipe, même si on a une liberté pédagogique, effectivement, on a une manière de faire qui est différente, et ça, c'est tout à fait respectable, mais sur les évaluations, je trouve que ça mérite d'être partagé en équipe, voire même que ça fasse partie du projet pédagogique de l'établissement, que de partager cette réflexion sur les évaluations et de s'engager plutôt collectivement entre collègues enseignants sur cette question-là pour que ce soit porté devant les élèves et même devant les familles en fait qui peuvent être elles-mêmes déconcertées par cette pratique parce que les familles font souvent pression pour qu'il y ait des notes et les élèves aussi. J'y viens justement et moi j'entends votre jargon, excusez-moi du terme, sommative, formative, certificative. Un parent d'élève, il veut savoir si son fils ou sa fille il est bon ou il est bonne. Quoi. Donc comment on fait pour savoir, comment on fait pour répondre à cette demande des familles? J'ai envie de dire, il se situe où sur le curseur? Et tout à l'heure on parlait de thermomètre. Aujourd'hui encore beaucoup de familles ont besoin de ce thermomètre et regarder un bulletin de notes d'un élève avec un enseignant qui a 15 notes sur le trimestre quand l'autre en a 2. En tant que parent d'élève, on peut s'interroger en se disant est-ce que celui qu'on a mis 2, c'est pas qu'il n'avait pas envie de travailler et que celui qu'on a mis 15, il est plus consciencieux en tant qu'enseignant. Enfin, voilà. Je veux dire, en tant que parent d'élève, tout ça interroge beaucoup. Comment on fait pour répondre à ces attentes-là et puis expliquer ce jargon, cette logique aux familles? Alors juste de rebondir sur le nombre d'évaluations, c'est toujours savoir ce qu'on évalue, quoi. Faut que l'évaluation ait du sens. À quoi ça sert d'avoir 15 notes si derrière ce ne sont que des contrôles de connaissances? Enfin, ça n'a aucun sens. Dans ce cas-là, on ne fait qu'évaluer la capacité de l'élève à mémoriser une liste de mots, des formules, des définitions à la lettre. Enfin, ça n'a aucun sens. L'élève va bachoter 2 heures avant l'interro et puis 3 semaines après, en fait, il aura complètement oublié, quoi. Si c'est pas remis dans le contexte. Donc voilà, c'est vrai que beaucoup de notes, ça questionne. Peu de notes, voilà, de 3 notes, des évaluations bilan, donc des évaluations sommatives. Effectivement, il n'y en a pas besoin de plus dans un trimestre pour donner une idée. Et puis c'est aussi les appréciations. Je sais pas si vous avez des enfants ou si vous êtes tonton, tata. Voilà, t'as eu combien? Comme si la seule porte d'entrée de toute la scolarité de l'enfant se résumait à une note. Là aussi, c'est de faire aussi une pédagogie en fait auprès des parents et non pas de se justifier, mais juste d'expliquer la démarche. Si c'est fait dans l'intérêt de leur enfant, ils le comprendront parfaitement. Et puis j'ajouterais, Céline, comme tu disais, on a notre jargon, nous, de pédagogue. Alors moi, je trouve que surtout, faut pas embrouiller les familles avec. Alors là, j'ai mis des notes sur les sommatives, mais je fais des formatives, mais je mets pas de notes. Alors évidemment, on s'exprime pas du tout comme ça auprès des familles. Il faut utiliser nos compétences en pédagogie pour s'adresser aux familles dans un langage clair. Voilà, et qui est à leur portée, sans être simpliste, hein, mais évidemment, il y a à expliquer ça. Et je pense que l'approche par capacité, l'approche par compétence, elle permet effectivement de ne plus noter, mais d'avoir une autre modalité d'évaluer avec des commentaires circonstanciés qui peuvent être rendus aux familles. Enfin, j'ai connu une enseignante qui faisait ça, c'était très intéressant. Elle, à chaque évaluation, elle permettait aux élèves de laisser un encart où là, elle mettait vraiment, son appréciation à partir de la grille d'évaluation et donc des capacités attendues. Et ce sont des éléments qu'elle transmettait aux parents via Pronote. Et c'est intéressant parce que là, ça permettait aux parents de suivre l'évolution de l'apprentissage du jeune et non pas de la note réellement, quoi. C'est vrai que on a une question. Excusez-moi. On a également une question. Est-ce que le 0 est une solution pour le non rendu?
Voilà. Il nous faudrait toute la nuit. Ouais. Alors, en fait, voilà, chacun est libre de faire comme il entend. Mais quand on note par capacité, le 0 voudrait dire que l'élève ne sait rien, n'a pas du tout acquis la capacité. Or, s'il ne nous a rien rendu, on ne peut donc pas justifier, on ne peut pas savoir si c'est acquis ou si c'est non acquis. Voilà, c'est. Mais j'ai envie de dire, bah tant pis. Enfin, il rend pas. C'est pas très grave. Il n'y a pas de compétition entre les élèves. Enfin, on parlait voilà d'équité. Si le contrat que vous mettez en début d'année avec vos élèves en leur expliquant, bah écoutez, moi ce que je vous donne. Les devoirs maison, enfin on court après, on fait des tableaux Excel pour savoir 3 jours de retard égale 3 points en moins. Enfin, à un moment donné, on s'en sort plus quoi. Vous les rendez la possibilité en fait de rendre tous ces devoirs facultatifs. Je te le donne pour t'aider. Ça va t'aider pour l'examen, ça va t'aider pour mieux comprendre, etc. Si tu rentres dans une démarche volontaire, tu me le rends et je le corrige avec plaisir et ça te fera progresser. Si t'en veux pas, tu prends tes responsabilités, c'est tout, c'est pas grave en fait. C'est de bien, là aussi, c'est toute une pédagogie et toute une posture de l'élève aussi qui a changé dans cette entrée par capacité. Et de l'éduquer à dire que c'est pas grave, quoi. Qu'il travaille vraiment pour lui et qu'il ne travaille plus pour la note. Si vous éliminez la note, vous réglez le problème. On va retrouver la même problématique, je dirais, dans le sens inverse, par exemple sur des modules professionnels, sur l'approche par capacité, si on note, parce que j'ai rencontré ça moi, sur ces grilles-là, on va pas mettre 20 parce que c'est pas possible d'avoir 20, on n'est pas compétent à 100%, donc on met pas 20. Donc ça revient à dire oui, mais ça veut dire quoi être compétent, ça vient dire quoi être capable. S'il y a une échelle d'évaluation, effectivement, a priori, on peut utiliser du 0 à 20. Donc, quand il n'y a plus de notation, on se simplifie quand même la vie pour ne pas se poser ces problèmes qui, en soi, n'en sont pas, en fait. Sur la grille d'évaluation, on est compétent, on n'est pas compétent, c'est en cours d'acquisition, ça demande à être renforcé. Enfin, voilà, on n'a pas abordé tout ça, mais il y a plein de manières, effectivement, de recueillir l'acquisition des apprentissages, en fait. Eh bien, nous avons fait le tour des questions des participants. Je vous remercie toutes les deux de ce webinaire fort intéressant sur les notes. Je suis sûre que merci. Peut-être un jour faire un webinaire à destination des parents pour expliciter le positionnement. Je pense que ça pourrait aussi être une très bonne idée. Pédagogie. Ouais. Voilà. Bonne Et idée, nous tout à nous fait. retrouvons donc la semaine prochaine pour notre prochain webinaire. Comme tous les jeudis, à 17h, les inscriptions sont déjà possibles. N'hésitez pas à vous connecter, enfin à vous inscrire. Donc, je vous rappelle le webinaire de la semaine prochaine qui est accueillir des élèves allophones dans nos établissements. Voilà, rendez-vous jeudi prochain à 17h. Merci beaucoup, mesdames, à toutes les deux. Merci Céline, merci à tous. À bientôt. Bonne soirée.